Bonjour Rodolphe Durand. Bonjour Jean-Philippe. Rodolphe Durand, vous êtes professeur à HEC Paris, vous dirigez l'Institut Society and Organizations et cet institut, il est vraiment pleinement cohérent avec l'ouvrage que vous venez de publier, L'entreprise de demain pour un nouveau récit, avec Antoine Frérot, PDG de Veolia, chez Flammarion, édition Flammarion. Dans la dernière partie de l'ouvrage, vous posez une question qui est une question majeure, parce que la France va bientôt occuper la présidence de l'Union européenne. Et vous nous dites, voilà, on a innové en France, loi Pacte, raison d'être, société à mission. Est-ce que l'heure n'est pas venue d'exporter tout cela au niveau européen? Je fais un bref résumé, vous allez nous expliquer, de l'exporter au niveau européen d'un côté, et d'un autre côté, de concevoir même un European Way of Life, de le défendre, notre modèle, et notamment face aux États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. Exactement. La vue qu'on a sur l'entreprise dans la première et ensuite dans la deuxième partie s'ouvre dans la troisième sur exactement cette ambition et cette réflexion que l'on peut porter au niveau européen. Est-ce que la définition qu'on a de l'entreprise, de ses missions, sa définition juridique, ne peut pas, et ce qui s'est passé avec la loi Pacte en France, ne peut pas représenter finalement un bien commun européen, en étendant ou en laissant la possibilité aux dirigeants de l'entreprise de proposer aux actionnaires eh bien, effectivement, d'inclure différentes dimensions au-delà de la simple, maximisation de la valeur de l'action, en incluant les dimensions sociales, en incluant les dimensions environnementales au compte de résultats et au bilan de l'entreprise. Donc c'est ce qu'on essaie de déterminer ou de définir avec la performance plurielle. Et aussi au-delà, à la fin de l'ouvrage, en posant la question de la définition même de ce qu'est la concurrence. On questionne, alors on n'a pas toutes les réponses, mais on questionne la question de la concurrence, la définition opérationnelle de la concurrence. On sait par exemple que dans les lois antitrust, ce qui est pris pour calculer le surplus du consommateur et pour éviter l'abus de pouvoir ou la position de monopole, eh bien, c'est un facteur et c'est un surplus qui est calculé à partir effectivement à partir du prix. Mais comme on l'a dit par ailleurs, le prix est peut-être trop aujourd'hui étroit comme variable pour prendre l'ensemble des externalités de l'entreprise en compte, pour prendre en compte l'ensemble des externalités de l'entreprise. Donc, on pose la question, est-ce qu'on ne devrait pas, au-delà simplement du prix, de regarder aussi le surplus que le consommateur pourrait avoir en termes environnementaux ou en termes sociétal. Et lorsqu'on imbrique les trois, c'est-à-dire la définition de l'entreprise, en reprenant, alors au niveau européen, en reformulant sans doute, mais les intuitions et puis la loi Pacte, en redéfinissant la performance au-delà de la simple performance économique, mais en incluant, et ça peut se faire de plusieurs façons, un bilan écologique et un bilan sociétal dans la comptabilité. Et finalement, et c'est souvent oublié, en redéfinissant ce qu'est la performance et donc en retravaillant avec la DG Compétition et en proposant une opérationnalisation de ce qu'est la concurrence qui inclurait ces composantes-là, je crois qu'on aurait possiblement un capitalisme européen qui serait, pour ce qui nous concerne, porteur d'espoir. Sinon, les deux, effectivement, géants du côté de l'Atlantique et du côté Pacifique risquent d'imposer leur propre vision, et je ne suis pas certain que la compétitivité des différentes entreprises françaises, et des différentes entreprises européennes et des différents pays, même européens, pourront y faire face. Pourront y survivre. C'est absolument passionnant, cette réflexion sur le modèle européen, sur cette notion de concurrence. Je ne peux pas terminer cet entretien sans dire qu'à maintes reprises, Antoine Frérot revient aussi expliquer la fusion Veolia-Suez et de dire précisément pourquoi c'était important et pourquoi ça peut être aussi un exemple à méditer au niveau européen, parce que voilà, il faut des champions européens et donc mondiaux. Et ça pose aussi la question, ou ça éclaire la question de la raison d'être, puisque certains ont justement, je dirais, critiqué le fait que poser une raison d'être qui a pour ambition de ressourcer le monde,
pourrait ne pas être compatible avec certaines manœuvres ou mouvements stratégiques. Et ce qu'on essaie de dire, c'est que la raison d'être n'est pas exclusive de la volonté d'être concurrentiel et compétitif. Et si ça passe par le rachat d'un fournisseur, une intégration donc verticale ou une intégration horizontale avec un concurrent sur son même marché, eh bien, il faut regarder cela de près. Et je rejoins ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire que la définition de la concurrence ne se fait pas simplement sur le prix, mais aussi sur les autres avantages que cela pourrait procurer pour l'environnement ou pour l'emploi ou pour les territoires dans lesquels sont implantées les entreprises. Bien sûr, nous avons évoqué à maintes reprises le fait que tout ce temps nécessaire pour cette prise de conscience, donc essayons maintenant d'en perdre moins, voire d'en gagner, une recherche qui est vraiment le symbole de ce que peut aussi produire de la recherche. Vous avez mené à HEC une recherche primée sur ce qui se passe quand les entreprises annoncent l'adoption d'un statut d'entreprise à mission, notamment, ou d'une raison d'être, et vos résultats sont très intéressants. Vous les reprenez ici, si vous pouvez juste nous en dire. Ce qu'on a regardé, effectivement, ce sont sur des données américaines, comment les hedge funds activistes, donc les actionnaires activistes qui prennent des parts dans des entreprises, peuvent proposer de nouveaux business models et souvent restructurer les entreprises. Et donc, on a regardé deux choses. La première, c'est est-ce que lorsque je dis que je vais faire de la responsabilité sociale et environnementale, et donc je me projette à long terme, à moyen ou long terme, eh bien ce type d'actionnaire, comment est-ce qu'il le regarde? Et il le regarde, on va dire, plutôt négativement. On montre que les entreprises qui sont, je dirais, best in class dans leur industrie ont plus de chances de se faire attaquer, pratiquement 2 fois plus de chances de se faire attaquer. Mais l'autre enseignement qui est important, c'est que si elles se font attaquer parce que ces investisseurs-là convainquent les autres que le long terme, c'est long, et qu'il vaudrait mieux que ce soit plutôt plus court terme, ou que ces dépenses en RSE, finalement, sont moins tangibles, on se rend moins compte, et sont peut-être plus risquées, et que donc il faudrait les couper, ou que c'est signe que la gouvernance de l'entreprise est peut-être pas aussi efficace qu'elle devrait l'être, selon la théorie de l'agence, certes. Mais on voit aussi que lorsque les entreprises sont capables d'associer cette politique-là avec le business model de l'entreprise, sa rentabilité, elles n'ont pas plus de chances de se faire attaquer que les autres. Donc ça voudrait dire que ces activistes-là sont capables de séparer, entre guillemets, le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire ceux qui font du blanchiment vert, enfin du greenwashing, se feraient plus attraper et auraient plus de chances d'être attaqués. Donc cette réflexion-là est intéressante. Et le deuxième papier montre que si vous avez des activistes qui sont entrés, les conséquences financières pour la valeur de l'entreprise en fait, sont positives pendant les 2 premières années, et ça a été démontré plein de fois en finance, mais qu'ensuite, tendanciellement, elles sont plutôt négatives, et que donc, ça montre bien qu'effectivement, ces activistes-là, ces hedge fund activistes, ramènent dans un temps court la valeur totale qui pourrait être générée sur, par exemple, 5 années, pour les 2 premières années. Et les conséquences en termes de RSE, d'investissement, alors, nous, ce qu'on voit dans les données, c'est pas que ça décroît complètement, que ça s'effondre, mais que ça reste stabilisé, comme si une sorte d'inertie, c'est-à-dire que les investissements passés en fait, ont été arrêtés et que la performance stagne, alors que pour les entreprises comparables qui n'auraient pas été attaquées, la performance en RSE continue à augmenter tendanciellement. Donc un écart à la fin de période qui est quand même très très significatif. Pour creuser toutes ces questions, évidemment, si ce papier a fait aussi du bruit, c'est parce que c'était en plein affaire Danone. Ah oui. Voilà, évidemment. Antoine Frérot, Rodolphe Durand, l'entreprise de demain pour un nouveau récit Flammarion. Merci, Rodolphe. Merci de m'avoir accueilli.